Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 19 août 2006, le navire pétrolier le Probo Koala déversait près de 600 tonnes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. La catastrophe a provoqué la mort de 17 personnes, l'intoxication et l'empoisonnement confirmés de dizaines de milliers d'autres personnes. Depuis, les associations pour la défense des victimes se livrent la guerre pour satisfaire ces victimes justement. Pourquoi? Où en est-on? Que doit-on faire? On va en savoir davantage ce soir avec M. Esaïe Yaoumoto. Vous êtes le chef du village de Djibi, par ailleurs président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Cheikh Omar Koné, vous êtes conseiller juridique et vous êtes intéressé aussi à l'affaire. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Charles Kofi Annan, vous êtes président du réseau national pour la défense des droits des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, c'est cela? C'est exact. Bonsoir. Et enfin, monsieur Denis Yao Pipira, président de l'Union nationale des associations de victimes de déchets toxiques en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Merci en tout cas d'être là ce soir. Avec vous, nous allons tenter de dénouer la question ensemble, la question de l'indemnisation des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Nous allons parler des réparations qui tardent à se faire. Mais avant cet exercice, je voudrais vous inviter à un retour sur la catastrophe avec Francis Boifo qui résume la situation pour vous. Le navire grec battant pavillon panaméen, le Probo Koala, affrété par la société Trafigura, a déversé sur 17 sites 581 tonnes de déchets toxiques dans le district d'Abidjan. Ces déchets répandus à terre en zone de décharge sont composés de mélanges de pétrole, sulfure d'hydrogène, phénol, soude caustique et de composés organiques sulfurés. Conséquence immédiate du déversement de ces déchets toxiques, la pollution de l'air et des allergies liées à la peau. 17 personnes décèdent et des milliers de personnes sont malades. 43 492 cas d'empoisonnement confirmés et 24 825 cas probables selon l'Institut d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. C'est la psychose. Le gouvernement d'alors engage des experts chargés de dépolluer les sites et entame des négociations avec les responsables de la société Trafigura pour dédommager les victimes. Certaines obtiennent satisfaction, d'autres pas encore. De même, des sites sont dépollués quand d'autres ne le sont pas, ce qui laisse craindre de gros risques à ce jour. Selon le groupe écologiste Greenpeace, les conséquences pourraient s'avérer catastrophiques si les produits déversés devaient atteindre les nappes phréatiques ou le milieu marin. Certains experts mentionnent la présence de composés organiques qui persistent dans l'environnement et pénètrent la chaîne alimentaire. Ce résumé de Francis Boifo nous rappelle quelque peu la chose, mais ce serait toujours bien que nous revenions sur le sujet avec vous-même. Je voudrais commencer par vous, M. Esaïe Yaoumoto. Quand vous avez écouté ce commentaire, vous vous êtes rappelé beaucoup de choses. Oui. Vous vous êtes rappelé quoi exactement? Ce dont on a souffert et l'action que j'ai menée pour que les avocats anglais puissent arriver ici en Côte d'Ivoire. Votre village, le village de Djibi, a été vraiment touché? Énormément. Expliquez-nous un peu. Le 19 août 2006, j'étais précisément à Koumassi et dans la nuit, j'ai senti une certaine odeur. Le lendemain, quand je suis parti au village, j'ai senti la même odeur. Et je me suis posé la question de savoir ce qui se passe. Et une information m'a été donnée qu'il y avait une dépollution qui se faisait à partir de la mairie du plateau, du district d'Abidjan. Il s'est trouvé que malheureusement la chose a perduré quand je me rappelle que les déchets, du moins la dépollution, c'est par avion et tout. Donc, c'est seulement quelques jours après qu'on nous a dit qu'il y a un déchet qui a été déversé dans les villages, enfin à cet endroit. Et c'est comme ça que vous avez appris la chose. Alors, monsieur Charles Kofi Annan, vous, comment est-ce que vous avez eu l'information? C'est au journal de 20h.
il y avait d'abord des puanteurs nauséeuses et des désagréments qui étaient causés, n'est-ce pas, donc, à beaucoup de personnes. Ça a véritablement posé un problème de santé publique. Il y a eu des évacuations massives dans les zones où les déchets ont été déversés, des zones précaires bien entendu. Et c'est au journal des 20 heures que nous avons appris l'information. Et c'est suite à cela que les organisations sont faites pour défendre nos droits et nos intérêts. Alors, cela, on va en parler tout à l'heure. Vous avez dit nos droits. Et voilà. Monsieur Denis Yao Pipera, vous, comment est-ce que l'information est venue à vous? Oui, dans la journée du 20, moi j'étais en partance pour Yopougon, c'est-à-dire à Bobo Yopougon, et dans la zone de là où les gens font les poulets, là, sur la voie, là, sur l'autoroute, nous avons senti une odeur dans le Baka ensemble. Et là, l'odeur était très forte. Et il y a des gens qui suffoquaient, qui toussaient, tout ça. Et puis, bon, curieusement, tout le monde s'en plaignait quand on est arrivé à Yopougon. Et puis après, dans la soirée, on a entendu sur les chaînes que c'était une intoxication qui avait été délibérément commise contre les populations. Et donc, suite à cela, évidemment, en tant que jeune étudiant en son temps, nous nous sommes organisés pour soutenir la population. Très bien. Monsieur Cheikh Omar Koné, comment est-ce que l'information est venue à vous? Écoutez, je me trouvais en Italie. Ce jour-là, en réunion avec des amis, et quand l'un d'eux m'a dit, mais cher ami, tu es là, ils sont en train de tuer tes frères en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, il y a un bateau qui a déversé des déchets toxiques et il y a des morts, en tout cas ça va pas là-bas, nous avons appris par la radio et tout et par internet. J'ai dit, bon. Et c'est comme ça que je suis rentré 48 heures après, parce que dans tous les cas mon séjour était fini. Et comme les coïncidences, il n'y a pas de coïncidence, j'étais donc à mon cabinet quand un ami français m'a appelé et me dit, écoute, un dimanche, hein, tu es où? Je suis à mon bureau. Il me dit, mais viens chez moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, j'ai les responsables de Trafigura ici. Il dit, ceux qui ont versé les déchets toxiques là, il dit, oui. Il dit, mais devez faire quoi? Il dit, non, viens, c'est important. Je me rends chez lui, je trouve les deux responsables de Trafigura, M. Claude Dauphin et M. Jean-Pierre Valentini. Voilà comment je connais l'affaire. Alors, monsieur Esaïe Moto, jusqu'à présent, comment est-ce que vous avez géré les conséquences des déchets qui ont été déversés dans loin de votre village? Il y a eu 2 sociétés qui ont été commises pour la dépollution. Il y a Franzetti et puis Biogénie. Et les déchets ont été ramassés dans les zones où ça a été déversé, entreposés sur une base, et c'est là que finalement l'État a pris la décision de faire la dépollution. Sinon, il y a eu une première tranche qui avait été envoyée en Europe. Maintenant, c'est la deuxième tranche qui a été traitée sur place. Je suis allé au village et la société est en train de ramasser les derniers déchets pour les reverser, d'où ça a été enlevé parce que le traitement est fini. D'accord, très bien. Monsieur Yao Pipera et monsieur Charles Anon, vous êtes tous deux responsables d'associations de victimes. Jusqu'à présent, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites? Nous interpellons les autorités étatiques qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, donc, régalien, d'assurer la sécurité et la défense de leur peuple. Et c'est ce que nous faisons, nous interpellons. Et depuis le combat que nous menons, nous faisons des interpellations, nous sensibilisons la population qui habite, n'est-ce pas, donc, à proximité des sites déversés, à l'effet de prendre des mesures idoines pour éviter, n'est-ce pas, donc, d'être exposés aux émanations dégagées par ces déchets. Et vous sentez que votre message passe? Bien, au niveau des autorités étatiques, on ne peut pas dire que le message passe puisque la situation demeure. Mais au niveau de la population, des précautions sont prises pour minimiser les risques de contamination et également
de résurgence de ces maladies-là. Vous dites la situation demeure. Je croyais avoir entendu qu'on enlevait les ordures, c'est cela? Oui, mais la dépollution n'a pas été totale et effective. La situation demeure. Ça pose un problème de santé publique. Très bien, oui. Je voudrais rappeler que depuis le déversement, nous sommes organisés. D'abord avec nos amis jeunes médecins pour apporter assistance aux malades. On a fait des tanks pour accueillir les malades là où, au moment où il y avait des afflux un peu trop débordants. Et donc, en même temps, on les a sensibilisés, on a sensibilisé la population afin d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire, les gouvernants en son temps, pour que ces déchets soient enlevés. Donc le combat n'est pas d'aujourd'hui. Dès les premières heures déjà, nous avons mené le combat. On a interpellé la communauté internationale, on a fait des conférences de presse. Nous sommes passés sur toutes les chaînes internationales aux premières heures déjà pour dire que l'heure était grave à Abidjan et que les populations étaient intoxiquées. Et puis vous sentez que les lignes bougent? Dès les premiers instants, les lignes ont bougé. Comme l'a dit le doyen Moto, on a réussi à faire pression sur le gouvernement d'alors qui a démissionné et le chef d'État d'alors a pris les mesures d'urgence pour que la dépollution commence avec déjà Francetti, comme le doyen vient de le dire. Donc il y a eu déjà des débuts d'exécution pour calmer la population. Et ça, il a fallu qu'on se soulève. Et juste après ça, je crois qu'il y a eu des problèmes d'enveloppe budgétaire, de paiement, tout ça. Et il y a eu une deuxième entreprise du nom de Biogénie qui est rentrée en action pour la dépollution. Malheureusement, on a plutôt ramassé les déchets, on les a stockés dans des endroits non conventionnels. On a encore décrié la question, on a interpellé l'ONU en son temps, et l'ONU a même nommé un rapporteur spécial sur la question, et la pression a été énorme, de sorte que, bon, malheureusement, on est en Afrique. On a fait ce qu'on pouvait en tant qu'organisation. Très bien, on va développer ce point, mais je voudrais reposer la même question à M. Cheikh Oumar. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites lorsque vous rencontrez des responsables d'associations ou bien des victimes ou bien des autorités? Qu'est-ce que vous dites exactement? Quel est le message? Écoutez, moi, concernant, je travaille beaucoup sur l'aspect juridique Absolument. de ce dossier. Et mon souci, c'est d'abord arriver à dépolluer totalement le pays et ensuite arriver à l'indemnisation totale des victimes qui sont pour la plupart des clients à moi. Alors, quand je parle aux autorités, et tout, pour moi d'abord, c'est de chiffrer le montant de la dépollution que nous avons déjà chiffré après des études à environ 40 milliards de francs CFA. Et puis, bon, ben, écoutez, voir comment on peut, avec les responsables de Trafigura, arriver à une indemnisation sans se traîner, sans se battre, et surtout sans se traîner en justice, parce que les procédures sont très longues, et c'est pas évident qu'avec des procédures, on arrive à une... Mais on est quand même obligé de passer par là. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de passer par la loi, par le droit pour régler le problème? Non, pas du tout. Il y a des règlements amiables et Trafigura a toujours montré comment vous appelez ça, a toujours montré qu'ils étaient prêts à négocier. Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà plusieurs fois discuté et trouvé des arrangements amiables. Donc, on n'est pas obligé de passer. Quand déjà il y a une reconnaissance des faits, on n'est pas obligé de passer par la loi. On peut passer par l'entente et surtout arriver à s'entendre pour une fin commune. Mais Trafigura totalement réceptif, c'est cela, c'est vrai? Mais oui. À deux reprises déjà, ils l'ont fait. La première fois, l'État de Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait par une convention qu'ils ont signée à Ouagadougou, où ils ont payé environ 100 milliards de francs. La deuxième fois, avec un cabinet d'avocats, Lady & Co, qui a été mandaté par quelques Ivoiriens, quelques victimes à la tête, M. Esaïe Moto, ici présent. Donc, ils ont payé encore une certaine somme, dont 22 milliards 500 sont arrivés en Côte d'Ivoire. On essaie de voir combien a été payé réellement et tout. Nous sommes effectivement, ces chiffres, nous allons les décortiquer ensemble, mais vous ne semblez pas trop d'accord avec cette position? Oui, allez-y. Oui, nous ne sommes pas trop d'accord avec cette proposition dans la mesure où M. Moto Esaïe n'est pas l'initiateur de la procédure. C'est nous qui avons été directement contactés par Greenpeace. Pipira peut confirmer ce que je suis en train de dire. On a voulu établir des bases claires de collaboration et Greenpeace n'a pas adhéré à ces bases-là. Les avocats également. Et c'est par la suite que Greenpeace s'est déplacé pour venir à Djibi Village où il y avait des dépôts, des déchets toxiques qui étaient encore stockés.
Et il y a eu des recensements faits par le cabinet Lede & Co. Et comme Bon, là je ne parlerai pas à la place de... oui, excusez-moi, M. Denis Yaoupipira, je ne parlerai pas à la place de M. Esaïe Yaoumoto. Je vais laisser le temps de répondre. Finalement, vous n'êtes pas initiateur. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Finalement, vous n'êtes pas initiateur, c'est cela? Je ne sais pas, je ne sais pas si je rêve. Quand les déchets ont été déversés, à un moment donné, j'ai fait barrer la route d'Alépé avec ma population. Et c'est au cours de ce travail fait que j'ai donné mon numéro, mon contact. Le lendemain, Greenpeace m'a appelé et m'a demandé si je voulais me faire aider. J'ai dit, je dois m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire d'abord, avant de faire quoi que ce soit. J'ai appelé en son temps le procureur et il m'a dit, puisque la seule chose que vous pouvez faire, c'est de porter plainte en dehors de la Côte d'Ivoire. Et après, nous verrons. Sinon, vous n'avez pas le droit de porter plainte en Côte d'Ivoire du fait que la Côte d'Ivoire a déjà, l'État de Côte d'Ivoire a déjà reçu 100 milliards. Oui, il y a un règlement à l'amiable, oui. Exactement. Donc, quand Greenpeace m'a appelé, j'ai répondu, après l'intervention du procureur, j'ai dit que j'étais d'accord pour me faire aider. Greenpeace a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, j'ai reçu une information qui me demandait de réunir 10 personnes, 11 personnes, dont moi, je serai à la tête. En clair, on vous a indiqué la voie, mais vous persistez, vous maintenez, c'est vous qui avez initié la chose juridique, c'est cela? Appelez l'idée. Très bien. Vous appelez l'idée. Monsieur Yao Pipira, attendez juste que nous évacuions cela avant de continuer. Oui, allez-y. Vous avez dit que vous n'avez pas terminé sur la chose. Djibi Village a eu l'avantage de recevoir en première position les Anglais. Les recensements ont commencé là-bas et de façon naturelle, comme c'est le chef du village de Djibi Village, il a été en prime de la liste d'indemnisation Moto Esaïe et Overs. Mais ça ne lui confère aucun droit particulier parce que ce sont des mandats individuels que nous avons donnés au cabinet anglais. Mais à l'effet, tout de même, c'est lui qui a entamé la chose, c'est ce que je voudrais dire. Non, ce n'est pas lui qui a entamé la chose. Les recensements se sont faits progressivement dans tous les districts d'Abidjan et ses banlieues où les déchets ont été déversés. Et comme la première descente de Greenpeace avec le cabinet Lede & Co s'est faite à Djibi Village, tout naturellement, en tant que chef du village, la procédure a porté son nom en première position. Très bien. Monsieur Yao Pipira, oui. Je voudrais vous dire une chose. Oui. Quand vous écoutez les deux, vous constatez que chacun d'eux dit Greenpeace nous a joints. L'initiateur, c'est bien Greenpeace, qui, par un cabinet appelé Lede, est venu en aide aux victimes en Côte d'Ivoire. Non, ce que et nous en voulons venant, savoir, quand c'est pas Greenpeace Greenpeace. venait, oui, je vous le dis, Oui, c'est quand pas Greenpeace qui a porté je plainte. suis en train de vous dire que Greenpeace d'Amsterdam a appelé chacune des associations avant d'arriver à Abidjan. Donc tout le monde a été appelé. Nous avons été joints. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré chacune des parties. Je m'avais vous dire que nous, par exemple, il y a donc eu en ce moment, nous, on avait... Je ne vous laisserai pas terminer Oui. tant que vous n'écoutez pas les questions. Oui. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu plusieurs plaintes à la fois? Non, une seule S'il y a plainte. une seule plainte, il y a forcément quelqu'un qui l'a initié. C'est Greenpeace qui l'a initié par le biais du cabinet Lede, qui est entré en contact avec les victimes que nous étions en son temps. Très bien, oui, vous Voilà, terminez. c'est simple là. Oui, Voilà. en 2 minutes, vous terminez. Et Je puis m'exprime non. en faux parce que c'est Greenpeace m'a indiqué les avocats anglais. Monsieur Cissé, si vous vous rappelez ce nom, c'est Cissé et moi qui avons lancé la procédure. Quand 2 jours après qu'on ait fait partir les dossiers, les avocats anglais m'ont dit que le tribunal de Londres dit que le dossier est recevable. C'est ainsi que la plainte
a été porté. Alors, très bien. M. Cheikh Oumar, vous voyez, lorsqu'il y a ce type de discussion, je regarde vers le juriste. Comment est-ce que vous avez apprécié la chose jusqu'à présent? Et vous-même, qu'avez-vous fait à ce moment-là, au moment où on parlait de droit? Tout ce que je sais, c'est que la procédure porte le nom Esaïe Moto et Over. Ça veut dire très clairement que Esaïe Moto est le fer de lance qui a été utilisé par le cabinet. Maintenant, que ce soit Greenpeace qui a contacté tout le monde, le plus important, c'est que la procédure porte le nom Esaïe Moto et autres. Donc, il y a quelqu'un qui est au devant de la procédure et tout le monde suit, c'est bien Esaïe Moto. C'est pas ça le problème. Mais c'est ce que cela veut dire en droit. Non, nous voulons bien comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est autant clair. Comprendre le contour du problème. C'est clair que en droit, c'est que le cabinet anglais a utilisé Esaïe Moto comme fer de lance. Alors, autre chose, est-ce qu'on est jusqu'à présent on est d'accord sur le nombre de victimes, des personnes décédées du fait du déversement de déchets toxiques? Avez-vous des chiffres différents? Oui. C'est une question ouverte à tout le monde. Moi, j'ai des chiffres différents. Dès les premières heures, 17 cas de décès. Mais aujourd'hui, ce qui n'a été officiellement signalé, nous avons 73 cas de décès directement liés aux déchets toxiques. 73 cas de décès. Ces cas de décès, c'est confirmé, donné par qui? Par quelle institution de santé qui puisse nous dire c'est cela ou bien c'est ce que chacun aurait dit? Non, pas les hôpitaux, bien entendu, parce que ce sont des victimes qui traînent encore de lourdes séquelles. Il est constant que les victimes continuent de décéder du fait, n'est-ce pas, donc, d'avoir été exposées aux émanations de ces déchets. Ce sont des déchets hautement toxiques. Oui, tant que c'est Et prouvé, cela a été démontré après une étude expérimentale d'un professeur d'université spécialiste en pneumologie qui a pris l'exemple d'un jeune de 19 ans qui a été exposé pendant une durée de 4 mois à ces déchets. Le fonctionnement physiologique de ses poumons, c'est-à-dire la façon dont fonctionnent ses poumons, est comparable à celui d'un adulte de 45 ans qui a fumé pendant 20 ans 30 cigarettes par jour. Les conséquences démontrées. C'est extrêmement grave et inquiétant. En fait, je voudrais qu'on évite des polémiques inutiles. C'est moi qui étais en prime, n'est-ce pas, donc de la liste d'indemnisation, ce n'est pas moi. Cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est des mandats individuels que nous avons donnés au cabinet anglais à l'effet de nous représenter dans une procédure internationale pour obtenir réparation du préjudice que nous avons subi. Que tu sois représentant des victimes, que tu sois victime, tu es une victime comme toutes les autres victimes. Nous allons en revenir. Parce qu'aujourd'hui, le problème se pose, c'est un détournement qui a été fait sur les indemnisations qui ont été données. Mais nous y reviendrons. Mais ne vous pressez pas, on en parlera. C'est pour ça que on vous a parlé, il n'y a rien à cacher, c'est pourquoi on vous a appelé, on ne vous aurait pas appelé. Oui, monsieur, sur la question du nombre de victimes décédées et de victimes ambulatoires, je voulais dire que officiellement, l'État a produit des chiffres 3 mois après. On est tous conscients qu'au moment où l'État donnait les chiffres, les déchets étaient encore à Abidjan. C'est-à-dire la dépollution n'était pas encore complète et totale. Donc, pendant qu'on donnait le communiqué, les déchets contaminaient. Je veux vous dire d'ailleurs que le Centre suisse de recherche scientifique, 3 mois après que l'État ait donné les chiffres, a fait une étude et publié les faits, disant clairement que 2 tiers des victimes déjà en son temps n'avaient pas été reconnues par l'État de Côte d'Ivoire. Donc déjà, des 100 000 on passait à 300 000, déjà 6 mois après qu'il y ait ces déversements. Une étude scientifique du Centre suisse des recherches scientifiques, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je pense que nous, on est association, on reçoit les dossiers des victimes, on reçoit des personnes qui arrivent et qui nous disent que j'ai été malade des déchets suite à ça, ou bien mon frère a été malade suite à ça, le frère est décédé. Bon, on peut comptabiliser ce que nous avons comme nombre dans nos associations, mais on ne peut pas prétendre donner un nombre exhaustif de cas contaminés ou de cas de décès. Donc à ce niveau-là, c'est les chiffres que nous avons en tant qu'association qu'on peut vous livrer. Oui, mais quand vous avez ces chiffres, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les mettez à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire? Justement, nous travaillons avec des cabinets juridiques, des cabinets d'avocats, les associations des droits de l'homme internationales. Nous leur communiquons au fur et à mesure le nombre de personnes que nous avons à notre possession
qui se disent victimes Et quel est l'objectif visé lorsque vous transmettez ces chiffres? L'objectif aujourd'hui, c'est que nous nous battons pour une réparation du préjudice causé à ces personnes. Et donc, nous saisissons qui des droits pour atteindre nos objectifs. C'est valable pour vous lorsque vous dites que vous battez pour réparation. Dans réparation, qu'est-ce que vous mettez? Dans réparation, je veux dire même avant que nous ne continuions cette question, on a trop vite passé la question de la dépollution, qui est une question beaucoup plus importante en ce qui me concerne. Voilà, malheureusement, bon, on est allé trop vite vers des questions d'indemnité, mais avant d'en venir, je souhaite jusqu'à présent, on n'a pas parlé encore des indemnités. Je souhaite qu'on en revienne sur la question de la dépollution, mais pour continuer, vous dire que nous nous battons. Nous pensons que, de façon très claire, dans les mois à venir... Excusez-moi de dire la chose comme je sens, parce qu'on a l'impression que vous dénombrez des victimes juste pour, entre guillemets, pour des questions de sous et pas plus. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment? Et là, je m'adresse à M. Koné Chekouma. Écoutez, voilà, il y a un nombre on parle trop d'argent dans cette affaire au lieu de parler de santé. Absolument, absolument. Il y a un nombre pléthorique d'associations de victimes, alors même que tout le monde a les mêmes problèmes. On dit qu'on est victime, on a été contaminé par la même substance et on est divisé, on a des milliers d'associations. Chacun dénomme, enfin, je vais dire mais recrute ici et là. Quelquefois même vous retrouvez dans les mêmes associations les mêmes victimes. Les mêmes personnes sont inscrites dans plusieurs associations. On ne peut même pas avec ça dénombrer le nombre de victimes. Cela, vous l'avez vérifié? Mais oui, ça a été fait plusieurs fois les dossiers déposés par les associations. Vous retrouvez les mêmes victimes inscrites dans les mêmes associations, les mêmes personnes d'abord, parce que les victimes, les personnes inscrites, on ne sait pas qui est victime, qui n'est pas victime, sur quoi il s'appuie et tout. Tout ça, c'est des choses à bien vérifier. Non, les associations vous remettez tout en cause. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne sait pas qui est victime. Ah oui, mais parce que... ce sont des résultats scientifiques tout de même. L'État a déjà fixé le nombre des victimes. Ensuite, il faut pouvoir prouver par des attestations des médecins, des certificats médicaux et tout, qui est vraiment victime et pas. Ça, c'est un débat assez compliqué parce que vous voyez, c'est toujours les mêmes médecins qui signent les mêmes documents et c'est toujours les mêmes mots, les mêmes symptômes. Quelquefois, c'est les mêmes victimes. Donc, les vraies victimes et les autres, on ne sait même plus comment faire. Aujourd'hui, on est plus que... Moi, je voudrais vraiment comprendre votre explication. Lorsque vous dites que jusqu'à présent, l'État a déjà dit le nombre de victimes, on continue de dire qu'il y a des victimes. Absolument. Et je n'en disconviens pas parce qu'il a dit, M. Bibira, au moment où l'État donnait ce nombre, les déchets étaient encore là. Et chaque fois qu'il y a la pluie, ça y va. Donc nous sommes tout à fait d'accord que d'autres personnes ont pu et ont été certainement contaminées après le nombre donné par l'État. Mais comment, sur quoi on se base pour déterminer les vraies victimes? C'est de ça qu'il s'agit. Où on va? Quels sont les médecins? Mais cette question ne se pose pas puisque ce sont des médecins, des médecins spécialistes en la matière qui disent, Monsieur Koné, c'est clair, les médecins, ils regardent, ils disent, voici le constat que nous avons fait après examen. Nous sommes d'accord quand nous vérifions, quand c'est vérifié, parce que moi je ne suis pas là pour défendre Trafigura, quand c'est vérifié que les symptômes sont clairs et nets et que c'est un médecin qui a donné, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Ce que nous décrions, c'est la présence de plusieurs personnes, de plusieurs victimes dans plusieurs associations. Ce que nous décrions, c'est la présence de plusieurs associations. Là, vous êtes en train de dénoncer des fraudes. Des fraudes existent véritablement. Mais les associations prennent de l'argent aux victimes pour les inscrire. Donc c'est entre 7 000, 10 000. Et quand vous avez recruté 200 000 victimes, à 10 000, bon, ça fait déjà... Là, je crois que c'est une pierre dans votre jardin, vous, association. Je voudrais commencer par M. Esaïe Moto. Le problème est clair, vous avez une association, vous êtes même chef de village, les associations prennent de l'argent, il a dit clairement, il est juste auprès de vous, pour inscrire des personnes. C'est plus un business qu'autre chose. D'abord, je reviens sur le problème
des décès. J'ai 3 cas de décès au moment où les déchets ont été déversés. Mais compte tenu du fait que nous n'avions pas les moyens de faire l'autopsie, c'est passé sous silence. Ça Vous êtes en train de dire qu'il y a des morts qu'on peut attribuer au déversement des déchets toxiques. Mais qu'on ne peut pas démontrer dans la mesure où nous n'avons pas... Voilà, malheureusement, quand on ne peut pas démontrer, on ne peut pas montrer non plus. Voilà. Oui, alors, les associations qui prennent de l'argent, vous êtes patron d'une association, c'est dit clairement, vous êtes accusé très clairement. Il y a une chose qui est claire, j'ai commencé avec l'idée. Avec l'idée, tout était sans problème. L'idée prenait en charge. On ne parle pas de quelque chose qui ressemble à une adhésion. On ne demande pas de l'argent aux victimes. En son temps, il n'y avait pas machin. Vous venez, vous êtes inscrit, et puis les avocats anglais étaient chargés de faire tout le reste. Maintenant, ici, compte tenu du fait que eux, ils avaient les moyens de pouvoir payer tout le travail qui se faisait. Actuellement, si le dossier doit être traité, il y a une certaine somme minimum qui est demandée à celui qui vient pour constituer son dossier. Et nous avons tenu une réunion pour dire qu'on ne doit pas excéder 2000 francs. Ça. Et même les 2000 francs, j'ai envie de dire que c'est dans quelle caisse qu'on collecte? C'est des dossiers, c'est pour traiter le dossier. Et c'est remis à qui? Il y a bien quelqu'un qui traite les dossiers qui reçoit cet argent. C'est les représentants. C'est les représentants qui reçoivent cet argent et qui traitent le dossier. Très bien. Donc, allez-y sur la même question. Monsieur Fofana, on vous paye. Moi, je ne suis pas concerné par cet état des faits. Oui, mais vous dites votre avis. Je ne suis pas concerné par cet état des faits. J'ai dit tantôt que il y a une liberté de création. Non, entendons-nous bien, vous n'avez pas été désigné nommément. Je suis en train de faire le distinguo. Voilà. J'ai dit que la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 consacre la liberté de création d'associations. Mais une chose est de créer une association et une autre chose est de pouvoir accomplir la mission qu'on s'est véritablement assignée. Moi, le combat que je mène, sinon le combat que nous menons, parce que je ne suis pas le seul à le mener, c'est-à-dire dans le cadre de mon association, c'est de recouvrer les indemnisations des victimes qui ont été détournées dans les 2 cadres du processus d'indemnisation, notamment le processus d'indemnisation initié par l'État de Côte d'Ivoire et celui initié par le cabinet Lédé & Co. Des indemnisations qui ont été déjà faites et des individus ont détourné cet argent. C'est le combat que je mène. Je ne mène pas un combat en vue d'une nouvelle ou d'une éventuelle indemnisation. Et donc, je ne suis pas concerné par les recensements, les recrutements des victimes. Je ne soupçonne pas les autres associations de mener un autre combat. Seulement, nous allons sur les faits. Tout à fait. Et que de l'argent est collecté. On demande de l'argent aux victimes. Nous ne collectons pas de l'argent. Toutes les actions... Oui, allez-y sur la question. Sur la question, je voudrais qu'on dépassionne le débat. Non, pas de passion, tout le monde sait. On précise que nous sommes des associations régies par la loi, comme il a dit, de 1960. Et cette loi définit des règles de fonctionnement qui autorisent que des personnes qui n'ont pas une certaine force financière s'associent et mettent ensemble leurs forces, aussi minimes soient-elles, pour constituer une force suffisante en vue de mener une action d'ensemble. Donc vous convenez avec moi que quand on se met en association, forcément, on doit pouvoir débourser quelque chose pour adhérer dans cette association. Non, parce que l'association, c'est de façon normale. Je voudrais même vous demander, est-ce que vous connaissez une association dans laquelle on n'y adhère pas, on y adhère sans sortir un sou? Il n'y en a pas. C'est dans l'ordre normal de fonctionnement de toute association. Mais la question que nous posons, elle est morale. Lorsque ce sont les victimes elles-mêmes qui disent que nous payons de l'argent, on n'est pas d'accord. Non, vous avez une victime qui vous a dit ça? Oui, tout de même on échange avec les victimes. Oui, sinon moi je vous dis, pour ce qui nous concerne... L'autre remarque qui a été faite, oui, c'est qu'on a eu le temps de vérifier aussi avant cette émission que certaines personnes, les mêmes noms se retrouvent
dans plusieurs associations. Pour ce qui concerne moi, mon association... Comment est-ce que cela puisse vous échapper? Voilà, pour ce qui concerne moi, mon association, je voudrais vous dire que tout est fait de façon délibérée. La victime vient elle-même, il n'y a aucune pression. Voilà, elle adhère au combat que nous menons. Et pour y adhérer, la victime paye un droit d'adhésion en soutien au combat, évidemment. Très bien. Mais comment est-ce que cela puisse vous échapper, par exemple, que la même personne soit inscrite dans plusieurs associations en même temps? Oui, mais ça, il faut poser la question à la victime elle-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, logiquement, la victime, quand elle vient, nous n'avons pas pour rôle de vérifier si elle est dans X ou Y association. Elle nous pose son problème quand on a un objectif commun. En ce moment-là, la victime adhère à nos statuts et règlements intérieurs. Et ça ne vous pose pas de problème que la même personne soit inscrite dans 4 associations en même temps? Juridiquement, il n'y a pas de souci, parce que dans tous les cas... Même au plan moral, ça ne gêne pas? Oui, pour ce qui nous concerne même, je vous le dis, plusieurs associations avaient, comme le dit Konechek, le doyen, beaucoup se sont enrichis dans plusieurs associations. Mais quand on est arrivé à Londres et qu'on devait être en action commune, il y a eu la nécessité de se mettre ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, 24 associations d'ailleurs, pour cette action, on a remarqué effectivement que beaucoup de victimes étaient dans des associations différentes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail informatique sérieux pour trier, extirper ces personnes. Voilà, pour faire une liste. Vous voyez qu'on a fini par être d'accord que ce n'est pas bon de s'inscrire. Ça ressemble plutôt à autre chose. J'ai failli dire raquette, mais je ne l'ai pas dit. Mais ça ressemble un peu à ça, passer dans plusieurs associations pour... Voilà, ça c'est pour la victime. Alors, donc, la guerre entre les associations de victimes, expliquez-nous, M. Esaïe Moto, quelle est l'explication? Vous avez les mêmes souffrances, mais vous n'êtes jamais d'accord pour parler le même langage, pour atteindre le même objectif. Quand j'ai été plébiscité en une assemblée générale, j'ai pris soin d'adresser des lettres à tous ceux qui ont appartenu à l'association qui a mandaté, du moins, qui a mandaté l'aider pour le travail qui est fait. Donc j'ai demandé à tous ces gens de revenir à la CNVDT qui a mandaté à partir de moi l'aider pour faire le travail qui a été fait. Certains sont venus, d'autres sont restés et ont formé d'autres associations qui sont parties ailleurs. J'ai véritablement souhaité que tous ces gens viennent afin que nous menions le même combat. Le combat qui est de pouvoir recouvrer l'argent qui, en partie, une grande partie... L'objectif, il est noble. Vous voyez, on parle argent sans qu'on sait c'est de ça qu'on a envie de parler, mais au moins il faut qu'on comprenne la chose. Comment expliquez-vous que vous, associations qui veulent défendre les victimes, vous, les patrons de ces associations, vous ne puissiez pas vous mettre ensemble? Ben, vous savez, il y a un problème qui se pose à l'Africain. Les gens veulent toujours être en tête. Les gens ne sont pas humbles. Et ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un d'autre soit où il est. J'ai dit, et je répète, c'est moi qui ai commis l'idée à faire venir, à faire le travail qui a été fait et qui a permis de faire venir les 22 milliards. D'accord, je vous ai compris, mais la question c'était plutôt comment est-ce que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble. Monsieur Cheikh Oumar Koné, vous avez une réponse à cela? Mais oui, je pense, le doyen Moto même, le chef de village l'a dit, en passant, il a parlé d'intérêt personnel. C'est-à-dire que tout le monde veut être à la tête. D'une association, il faut bien quelqu'un à la tête. Chacun veut être celui qui est le président ou celui qui va porter l'action parce que il y a des intérêts personnels qui ne disent pas leur nom. Et je pense que c'est surtout ça. Sinon, moi-même, j'ai fait beaucoup d'efforts pour réunir les présidents d'associations. Beaucoup d'efforts pour que toutes ces victimes-là soient réunies
pour qu'il y ait un combat beaucoup plus fort, beaucoup plus juste et beaucoup plus respecté. M. Pipira est là, je l'ai approché, on s'est parlé plusieurs fois, M. Zaimoto, beaucoup d'autres présidents de l'association, mais ça non, je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le vois, je ne le connaissais pas. Donc, M. Claude Gorou, tous les présidents de l'association, j'ai essayé, pour même réunir les représentants, il est là, je les ai reçus plusieurs fois, 31 représentants, et j'ai fini par les réunir pour pouvoir donner à la CNDVT une force. C'est pas facile. Pas facile, parce que ils n'ont pas les mêmes visions peut-être. Chacun a son contact, chacun a quelqu'un en Europe qui lui dit « moi je peux régler ton problème ». Viens vers moi, sans compter ce que les adhésions apportent, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est pour ça que ces victimes-là se trouvent dans plusieurs associations parce que elles vont... qui sera le premier à ramener l'indemnisation? Donc on s'inscrit partout, c'est de la loterie, quoi. Et c'est un fléau. C'est un fléau et il faut arriver à le régler. Il faut arriver à le régler, mais avant cela, je vais entendre quand même le développement de M. Charles Kofi Annan. Avant de répondre donc à la question, je voudrais rapidement rebondir sur sa réponse qui tient lieu d'un aveu tacite, d'un mea culpa même. Il a dit qu'il a adressé une lettre à toutes les associations qui sont parties dans la procédure à Londres avec le cabinet anglais Lady & Co. Pourtant, la coordination prétend représenter toutes les victimes. Ça veut dire qu'il y a eu un accord unanime donné par toutes les victimes parties dans cette procédure à la coordination. C'est un aveu tacite. C'est votre interprétation? Oui. C'est un aveu tacite pour dire que la coordination est née, serait née, puisque ça a été constitué sur la base du faux. Nous avons les documents juridiques ici, des documents juridico-judiciaires, parce que des décisions de justice sur la base, n'est-ce pas, donc des actions que nous avons menées. La coordination serait née en septembre 2009. Nous avons commencé une procédure en novembre 2006 qui s'est soldée par une procédure judiciaire, bien entendu, qui s'est soldée par un règlement amiable en août 2009. La coordination, septembre 2009, donc un mois après. Comment une association qui est née un mois après peut représenter les victimes qui sont parties d'une procédure qui est finie un mois avant? D'accord. Je laisse votre question là où elle est pour vous reposer maintenant la mienne. Pourquoi vous, association, jusqu'à présent, n'arrivez pas à vous mettre ensemble? Parce que c'est la question qui vous avait été posée. Mais visiblement, ce n'est pas à celle-là que vous avez voulu répondre. Il y a certaines personnes, je ne veux pas nommer, qui n'ont pas intérêt à ce que nous attendions, qui font apparaître un conflit d'intérêts entre différentes associations de victimes, qui n'existent même pas d'ailleurs. Parce que nous, le combat que nous menons, nous sommes allés à Londres, nous n'avions aucun combat, nous avons donné des mandats individuels. Nous attendions que nous soyons payés par le truchement de cartes bancaires. Un individu s'élève, il fait intrusion dans la procédure pour dire que c'est lui qui doit partager. Soit. Il n'y a pas de problème. On donne l'argent pour partager, il y a des détournements. Mais dans une société civilisée, qu'est-ce qu'on fait? On porte plainte et c'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de discours en tant que tel. Lorsque vous êtes si conscient que on vous met en palabre, comme on dit entre guillemets, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à... Non, nous ne sommes pas en palabre avec quelqu'un. Nous avons engagé des procédures judiciaires qui sont en train d'aboutir, clopin-clopin, parce que ça fait 5 ans maintenant. Et des gens veulent s'aborder, n'est-ce pas, dans l'aboutissement de cette procédure-là. C'est ce qui fait que les gens s'agitent. On fait croire qu'il n'y a aucune palabre. Non, vous ne pouvez pas le dire aussi facilement parce que nous-mêmes sommes là, nous-mêmes en tant qu'observateurs. Oui. C'est vrai que c'est vous qui êtes les acteurs sur la chose, mais nous vous regardons aussi. Mais c'est la confusion qu'on veut créer dans l'esprit de l'opinion. Non, il n'y a pas de confusion. Nous constatons que vous êtes d'accord seulement sur vos désaccords jusqu'à présent. Bon, Monsieur Fofana Lassine. Oui, allez-y. Monsieur Fofana Lassine, il y a une procédure d'indemnisation. Les victimes doivent être payées à une certaine hauteur de francs. L'argent est détourné. Monsieur Moto Isaïe, ici qui parle. Vous l'avez présenté en tant que président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire. Donc c'est une partie adverse. Une partie adverse. Adverse, vous avez dit? Une partie adverse, bien entendu, dans le combat que nous menons. Nous sommes tous victimes, nous sommes toutes victimes, nous sommes partis dans la même procédure. Il n'y avait pas de représentants. Le seul représentant, c'était le cabinet Lédé qui a reçu mandat individuel de chacune des victimes. À l'origine, il y avait 31 362 plaintes déposées devant la justice anglaise. Et c'est 29 624 qui ont été validés par cette justice. Donc 29 624 victimes. C'est des mandats individuels. Les gens devaient donner notre argent individuellement. Certaines personnes se sont arrogées, n'est-ce pas, dans des qualités qui n'étaient pas les leurs pour s'accaparer notre indemnisation.
Non, c'est Aujourd'hui, difficile, nous c'est n'avons ça. pas reçu notre argent. Ouais, Et vous nous avons parlez porté de- plainte pour recouvrer cet argent que nous n'avons pas reçu. Mais je vous assure, Il monsieur y a quel Charles- conflit d'intérêt? Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Monsieur Charles Anon, je suis quelque peu gêné que vous ne parlez que argent jusqu'à présent lorsqu'on vous demande autre chose. Non, en fait, on ne parle pas